Ce soir, aux nouvelles nationales d'APTN, mise à jour du moratoire de la chasse à l'orignal dans le parc de la Vérandrie. Une demande d'accès à l'information présentée par APTN a soulevé des questions sur la façon dont un adolescent autochtone a été traité. Dépôt d'une plainte sont en cours. Et en entrevue, Michel Jean, écrivain Innu, journaliste et chef d'antenne, vient nous parler de son dernier roman, Tiohtià:ke. Kwe, bonjour. Je suis Chouchane Bacon. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Les négociations entre Québec et les communautés Anishinaabe avancent. Un an après les barricades Anishinaabe pour arrêter la chasse sportive à l'orignal, dans le parc de la Vérandrie. Mais sur le territoire, l'impatience se fait sentir. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Ces images dramatiques sont de l'année dernière, quand les Anishinaabe se sont mobilisés pour arrêter la chasse sportive à l'orignal sur leur territoire. Cela a engendré des conséquences graves, telles que la violence verbale et physique de la part des chasseurs sportifs allochtones. Un an plus tard, c'est beaucoup plus tranquille. Mais cela ne signifie pas que le vandalisme et le gaspillage de viande trouvés sur le territoire se sont arrêtés, comme ces morceaux d'orignal trouvés sur le bord d'un chemin forestier. Charles Ratt dit que ce n'est même pas le pire. I've been hearing stories from individuals that were escorted and harassed by non-native hunters in the Zex outside the park, you know, and these are women and children that are being harassed and escorted out with guys with guns on four-wheelers. You know, this is still happening. C'est en juin dernier que le moratoire de 2 ans de la chasse à l'orignal a été signé par les Anishinaabe et le Québec. Selon Lucien Wabanonik, négociateur pour les Anishinaabe, la période de 2 ans servira à faire des études sur l'état de la situation concernant l'orignal. Ce travail se fera en collaboration avec les aînés Anishinaabe des différentes communautés ainsi que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Pour nous, l'objectif, c'est d'avoir un meilleur contrôle, une meilleure participation dans tous les niveaux décisionnels possibles. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un contrôle de la réserve faunique de la Vérandrie par les Anishinaabe, soit une création, soit un partenariat avec la CEPAC ou soit éliminer la CEPAC. On n'est pas nécessairement rendu là. Mais une communauté ne fait pas partie de cette table de négociation concernant le moratoire de l'orignal. Ratt est mécontent que le conseil de bande se soit retiré de la table de négociation sur le moratoire de l'orignal dans le parc de la Vérandrie. This chief and council that's in ABL right now does not represent us. They do not speak to us, they don't consult us, they don't tell the people nothing. Ce que le conseil de bande du Lac-Barrière a fait à la place, c'est de signer sa propre entente cadre avec le Québec. Leur entente cadre inclut également un moratoire de 2 ans sur la chasse sportive à l'orignal. Mais ils profitent aussi du Québec pour s'engager dans une entente de mise en œuvre préalablement négociée. Cela aiderait les Algonquins du Lac-Barrière à avoir un droit de parole sur les coupes forestières qui se fait sur leur territoire ancestral et aussi à en profiter. Le chef Tony Wawati explique. And we need those economic opportunities for ourselves. And, you know, by signing such an agreement, it'll help, build our economy. It'll help build, the non-native economy, the regional economy. So those are the things that we have to take a look at. Enough of this piecemeal approach. We can't just live on programs and services. Pour l'instant, le moratoire de la chasse sportive à l'orignal pour la saison 2021 et 2022 a été établi. À part le harcèlement, c'est une victoire pour les Anishinaabe comme Charles Ratt qui dépendent de l'orignal pour la nourriture. Mais ce qui se passera dans 2 ans, quand le moratoire sera levé et la population d'orignaux n'aura pas augmenté? We'll still be here in the end. We're still going to do the same stuff. For us, if nothing is done, we see no action on the ground, we will be taking action again come the end of
this moratorium that Quebec has signed with the Algonquin chiefs. Chouchane Bacon, nouvelle nationale d'APTN, Lac-Barrière. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez nous joindre par courriel. Le bureau du coroner enquête sur le décès d'une aînée inuit, dont le corps a récemment été découvert près du site de construction d'un complexe résidentiel de luxe à Montréal. Le 13 novembre, au centre-ville, la police a retrouvé le corps d'Elisabeth Boukoutouk, une femme de 61 ans. La police indique que la thèse d'un crime n'est pas retenue. Elisabeth était la sœur aînée de l'artiste défunte Annie Boukoutouk, récemment honorée lorsqu'un parc d'Ottawa a été rebaptisé en son nom. Le corps inanimé de cette dernière avait été retrouvé dans la rivière Rideau, à Ottawa, en 2016. Bien que c'est le cas d'Elisabeth, la cause du décès reste inconnue. Les intervenants communautaires disent que ce décès est la preuve que des ressources de nuit sont requises pour venir en aide aux sans-abri. For example, behind me is a nice white tent. The problem is it's not big enough and it needs to be more than a tent. Okay, so, it will seat 16 people. Okay, but that's of course not really nearly enough. And what they need is a building that's heated. Really an evening Indigenous-led night shelter. That's what it is. And there's exceptionally high death rate for folks who find themselves homeless. And this is an ongoing problem, and it's also a somewhat unnecessary problem, especially when governments have the possibility of creating safer places for people to be. Après la pause, une demande d'accès à l'information présentée par APTN a soulevé des questions sur la façon dont un adolescent autochtone a été traité. Restez là. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Une demande d'accès à l'information présentée par APTN a soulevé des questions sur la façon dont un adolescent autochtone a été traité. L'affaire concerne notamment un organisme de la protection de la jeunesse à Montréal et une plainte a été déposée en matière des droits de la personne. Un reportage de Tom Fanario. Cet adolescent autochtone explique pourquoi il dépose une plainte relative aux droits de la personne contre l'organisme de protection de la jeunesse qui le supervise. À raison des lois sur la protection de la vie privée, APTN a tenu de ne pas relever son identité. Pour les besoins de ce reportage, il se nommerait Charles. En mai dernier, Charles a été mis en isolement COVID à sa résidence de groupe de la région de Montréal. On l'a placé dans une chambre sans fenêtre au sous-sol, en lui disant qu'il resterait pendant 14 jours. Tout cela parce que lorsqu'il s'est rendu à l'école, mais celle-ci était fermée en raison de l'accès bloqué à un pont à proximité, il n'est pas revenu immédiatement à la résidence. I'm a teenager, I just want to go do something else than be at a group home where I'm probably not going to be allowed to do anything for the whole day. Batshaw, l'organisme de protection de la jeunesse qui gère la résidence en question, explique avoir pris la décision de placer Charles en isolement pendant 14 jours en suivant un protocole géré par un algorithme. Parmi les facteurs déterminants, il y avait que Montréal était considéré comme une zone rouge et la procédure dictait que même pour un jeune asymptomatique, la période de 14 jours devrait être respectée pour surveiller tout changement. Lorsqu'un enseignant de Charles a su quelles conditions avaient été imposées à son élève, il a choisi de faire une déclaration publique. You do not, in 2021, reduce a young Indigenous person to a number and say that the algorithm told you to do it. That is a complete, utter failure in the system, and I would suggest a moral failure too. Après que les médias eurent révélé l'affaire, l'organisme de santé qui chapeaute Batshaw a ordonné que Charles subisse un test de dépistage de la COVID-19 et soit retiré de l'isolement si le résultat était négatif. Au bout du compte, Charles dit avoir passé près de 6 jours en isolement dans un sous-sol sans fenêtre, dont 3 où il n'avait pas le droit de sortir. For the first 3 days in isolation, I did not have access to my cell phone, my school computer, and I only had some access to DVDs at all times. I did not have any privacy due to the glass wall.
with the door. And those tiny curtains, but they were open just to make sure they could see me. Grâce à une demande d'accès à l'information, Nouvelle nationale d'OPTN a pu obtenir une copie du rapport d'enquête sur l'isolement de Charles. On y raconte qu'il était placé au sous-sol parce qu'il n'avait pas d'autres pièces disponibles. On écrit également que le mur de verre permettait de profiter de la lumière naturelle dans le couloir. On dit aussi que Charles pouvait avoir accès à son ordinateur personnel ainsi que des livres, des tapis de yoga et du matériel d'art. Charles dit que si c'était vrai, il n'était pas au courant de cette possibilité. Il ajoute que lorsqu'il était interrogé pour le rapport, on ne lui a pas expliqué ses droits, et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas déposé de plainte à ce moment-là. Maintenant qu'il constate ce qu'il appelle des inaptitudes dans le rapport, il a demandé à un groupe de défense des droits civils, le Centre de recherche-action sur les relations raciales, de déposer une plainte en son nom. Le directeur général de l'organisme, Foniemi, décrit l'enquête comme étant trompeuse, superficielle et dénuée de transparence. Usually when you interview witnesses in an investigation of this kind, you have to outline to them how the process works, what their rights are, what their responsibilities are, and at the end, what will happen once the investigation is completed. Niemi ajoute que l'objectif de la plainte est clair. Somebody has to be held personally responsible for this mistreatment. Le souhait de Charles est que personne n'ait à subir à nouveau ce genre de traitement. I worry about the other youths who might be treated like this. I feel like this is racism, and it can't be under the table no more. L'Agence de santé publique, qui supervise les services offerts par Batcha, a refusé d'être interviewé pour cette histoire. Un reportage de Tom Fenario, Nouvelle nationale d'OPTN, Montréal. Le moment est venu de vous présenter notre compte-rendu sur la récente visite d'État de la gouverneure générale en Allemagne. Mais ce soir, nous ne parlerons pas de Mary-May Simon elle-même, mais des objets qu'elle est allée voir. Comme l'explique Lindsay Richardson, un musée allemand souhaite démontrer les stéréotypes que son pays entretient au sujet de la culture des Premières Nations. Les totems sont des objets fondamentalement associés aux Premières Nations de la côte nord-ouest. Ils dépeignent les histoires et les exploits des familles et des clans, ou évoquent des personnes disparues et assassinées. Ils représentent parfois la réconciliation ou la solidarité des nations envers l'exploitation des terres. Bien qu'il soit étrange d'en retrouver dans l'est du pays, il est encore plus surprenant d'en retrouver de l'autre côté de l'océan, à 8000 km de là, à Berlin. Ici, 2 totems provenant de la côte nord-ouest sont les attractions principales d'un pavillon nord-américain dont l'ouverture est prévue au Humboldt Forum en 2022. Ces totems en cèdre rouge sont entreposés depuis plus de 30 ans. Les origines de l'un d'eux demeurent un mystère. We don't know anything about the producer or any owner. What we think is that it was commissioned by a British trader, Robert Cunningham, and that it maybe was already adapted to European tastes. Le second a été acheté par un explorateur reconnu qui a rapporté plus de 3000 articles des côtes en Allemagne. The collector Adrian Jacobsen traveled in the 1880s the west coast of Canada, and on Haida Gwaii he bought this bowl from the brother of the first owner, Chief Stilter, and it was carved by the quite renowned artist Charles Edenshaw. Jacobsen a déboursé près de 65 $ pour ces totems en 1881. Si on ajuste le montant en fonction de l'inflation, cela représente près de 1800 $ aujourd'hui. Pour Monica Zesnik, la valeur de ces objets dépasse de loin le prix payé. If you compare it with costs for logistics or transport, it was much less. Surtout en Allemagne, où ces objets des Premières Nations sont considérés comme des curiosités culturelles. Il existe ici une passion pour la culture autochtone qui remonte à près de 150 ans, grâce à un homme, Karl May, l'auteur le plus lu d'Allemagne. Il est le créateur de Winnetou, un guerrier apache de fiction, qui est la vedette d'une série de films de même nom, tournés dans les années 1960. Mein weißer Vater verlangt viel von Winnetou. Sauf que l'auteur n'a jamais visité l'Ouest. Et aujourd'hui, son personnage bien-aimé fait plutôt dans la caricature.
There are very different cultures, different languages, different cultural production, and I think that's very important to teach. Il y a un mot en allemand pour désigner ce phénomène. En français, on pourrait le traduire par indien enthousiasme. Grâce à Karl May, cet intérêt pour les cultures autochtones repose sur des stéréotypes. Il suffit d'en parler à Dallas Arcand, danseur du cerceau de réputation mondiale, un cri dont la communauté se trouve sur le territoire visé par traité numéro 6. You know, I'm a mixed breed, like a lot of us are. I've experienced that in my previous experience in Europe. I was accused of being an imposter, and they didn't think I was indigenous, and they asked me why I have colored eyes, and because I didn't look like our ancestors, like Sitting Bull or anything like that. The big thing, though, is I like to bring people to the 2021 of what it is to be indigenous. Monica Zesnik est d'accord. I mean, it's not only cultures with feathers and poles. Les musées ont un rôle important à jouer au niveau de l'éducation. Pendant son séjour en Allemagne, la gouverneure générale Marie-May Simon a visité plusieurs expositions présentant des objets historiques des Premières Nations et des Inuits. Elle a reconnu le travail de réconciliation fait par l'Allemagne lors d'un entretien avec APTN. When I met with leaders, we had an opportunity to talk to each other about some of the initiatives that we have to undertake to address the wrongs of the past. And we've also talked about how difficult it is to talk about these issues. And you know, the president of Germany told me that he goes every day to an event that addresses reconciliation. And as Governor General, I hope I'll be able to do that as well. Dans les musées, cela signifie actualiser l'exposé des faits, bien que respecté à son époque. Adrian Jacobson, qui a rapporté les totems à Berlin, a également recruté des familles des peuples inuits et des Premières Nations pour participer aux expositions ethnologiques allemandes du tournant du siècle, mieux connues aujourd'hui sous le nom de Zoo humain. We will kind of have counter-narratives to Jacobson's 19th century perspective as a collector who was collecting in times of European colonialism, and then having perspectives of First Nations representatives from today. I'm still learning, and we hope that these processes of transcultural cooperation will go on. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Berlin. Après la pause, nous recevons Michel Jean, écrivain inou, journaliste et chef d'antenne qui vient de sortir son dernier roman, Tiohtià:ke, mot en langue mohawk qui signifie Montréal. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, nous recevons l'écrivain inou, journaliste et chef d'antenne Michel Jean. Il vient nous parler de son 8e roman qui est paru le mois dernier, Tiohtià:ke. Ce livre parle des Autochtones en milieu urbain qui combattent leurs démons. Kwe, Kamahnejish Maka. Kwe. Kamahnejish Maka. Tabajamu Mahnejish Michel Jean. Enchanté, merci d'être là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je suis content d'être là, oui. Première question, de quoi parle votre livre? En fait, Tiohtià:ke, c'est la suite de Kokum d'une certaine manière. Même si l'histoire est différente, les personnages sont différents. Dans Kokum, c'était la sédentarisation forcée, puis on voyait, quand les gens étaient envoyés au pensionnat, l'impact que ça avait sur les communautés. Dans Tiohtià:ke, le héros, Élie Mishtanapeo, est trop jeune pour être allé au pensionnat, mais ses parents, c'est des anciens pensionnaires. Donc, quand on parle des blessures intergénérationnelles, quand on parle que les pensionnats continuent, même s'ils sont fermés, d'avoir des impacts dans la vie des gens et des communautés, c'est un peu ça que je voulais raconter. Donc, c'est l'histoire de quelqu'un qui a grandi dans un milieu où il a souffert de ça, puis comment ça va impacter sa vie par la suite, puis aussi comment il va chercher à se reconstruire et comment, dans son combat pour se reconstruire, il va être entouré puis épaulé par d'autres Autochtones, membres des Premières Nations, qui vont être autour de lui, puis qui vont le soutenir aussi. Puis qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire cette histoire? Bien, je cherchais une manière de...
souvent, les gens, par exemple, j'ai souvent entendu les gens à Montréal parler, bon, tu sais, il y a beaucoup d'itinérants qui sont autochtones, etc. Puis, je trouvais que c'était un peu la même chose pour quand j'avais voulu écrire Cocum. Les gens disaient, les gens ont toujours vécu sur les réserves. Je leur disais, non, moi, je suis né à l'hôpital d'Alma. Ma grand-mère est née dans le territoire, donc c'était récent. Bien, pour la même raison, l'itinérance et les problèmes sociaux qu'on voit dans certaines communautés, il y a des causes à ça et les gens sont pas au courant de ça. Donc, je voulais raconter ça pour que, à travers l'histoire, dans le fond, de Joe Jaggi, on arrive à comprendre ça puis avoir une vision peut-être, je trouve, plus juste puis plus différente d'un problème qui est pas la responsabilité des premiers peuples, tu sais, qui, eux, en sont plutôt des victimes, en fait. Puis comment trouvez-vous le traitement de l'information qui concerne cette situation de l'itinérance autochtone à Montréal? Bien, je trouve que souvent, les journalistes connaissent mal, évidemment, la réalité autochtone. Et la connaissant mal, bien, la couverture ne va pas toujours être excellente. Mais je note quand même qu'il y a quand même de plus en plus une bonne volonté chez les journalistes et dans les médias de refléter peut-être mieux que ce qu'on avait connu dans les années passées. Je pense que grâce notamment à Joyce Echaquan, ça a ouvert beaucoup de cœurs et d'yeux, et dont aussi au sein des médias, qui maintenant sont plus ouverts à nos histoires. Ça, je trouve que c'est réjouissant. Mais les journalistes sont comme le reste de la population. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas, il y a beaucoup de choses dont ils sont ignorants. Pas nécessairement parce qu'ils sont mal intentionnés, simplement parce que nos histoires ne sont pas nulle part dans la société. Alors, c'est une raison de plus d'écrire, en réalité. Puis, Joe Jaggi, c'est un mot mohawk. Est-ce que vous trouvez, ou trouvez-vous pas, que c'est controversé comme titre? Bon, je sais que on dirait que tout ce qui touche les Mohawks à Montréal soulève les passions, puis je trouve ça injuste, personnellement. Puis c'est aussi la conséquence d'une méconnaissance de la nation Mohawk de la part de l'ensemble des gens, puis des relents de la crise d'Oka qui nourrit encore des préjugés. Moi, je trouve ça déplorable. Alors, j'ai pas eu de misère à choisir le nom Joe Jaggi, parce que, je pense que pour la plupart des Autochtones, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Fait que je n'allais pas y donner un autre nom que ce que la plupart des gens autour de moi utilisent comme nom autochtone pour désigner Montréal. Puis honnêtement, depuis que le livre est sorti, j'ai pas senti que ça choquait des gens, interpellait négativement des gens aussi. Puis ça, au moins, je me dis, bon, ben, au moins, ça, c'est quelque part assez rassurant aussi. Puis quel est votre prochain projet? Je ne sais pas encore, parce que là, je travaille il y a un projet pour faire de Cocum une série TV. Fait qu'on est en train de travailler au développement de ça. C'est pas encore officiel, mais on travaille sur ça. Et je m'étais donné 1 an pour travailler là-dessus avant de me lancer dans un roman. Mais là, je commence à avoir ça commence à me manquer d'écrire. C'est la première fois que je finis un roman puis je n'ai pas déjà commencé un autre livre. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer. Mais là, je suis en train d'essayer de penser à qu'est-ce que j'ai envie de dire. Parce que moi, avant d'écrire le roman, trouver les personnages, tu sais, il y a le sujet de quoi j'ai envie de parler. Fait que je suis là-dedans, là, je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que tu aurais le goût de dire? Puis une fois que ça va être choisi, ben comment est-ce qu'on le raconte? Comment je vais le faire? Alors, je suis comme dans la première période, là, c'est en gestation dans mon esprit, puis je pense. Tchinisquemetin, très content d'être là. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé Wenousi.